Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Paris Space Hub. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour assister à cette conférence au cours de laquelle on va parler de la conquête de l'espace. Alors, on va aborder ce qui s'est passé durant les décennies précédentes. On va s'intéresser aussi à ce qui se passe en ce moment au-dessus de nos têtes. Et puis, on va aussi parler de ce qui va se passer dans les années, les décennies à venir. Et fatalement, ça nous emmènera vers la Lune et vers Mars. Alors avant de commencer, je voulais vous faire une petite confidence. Je ne suis pas astronome, je ne suis pas physicien, je ne suis pas scientifique non plus, mais j'aime la science. J'aime transmettre les connaissances scientifiques. Alors je le fais plutôt avec des mots qu'avec des formules mathématiques. Voilà, je me présente souvent comme un passeur, un trait d'union entre les sachants et ceux qui ont envie de savoir. Et il se trouve que depuis que je fais ce métier, depuis un peu plus de 30 ans, certains sujets sont devenus de véritables centres d'intérêt. Alors je parle souvent de la volcanologie, je parle aussi de la botanique, mais il y a aussi l'espace. Et ce n'est pas un hasard parce que je fais partie d'une génération et je vois d'autres personnes qui font partie de cette génération, là, dans le public, une génération qui a grandi avec la conquête de l'espace, une génération qui a été spectatrice des succès, des échecs, des défis relevés et aussi des extraordinaires progrès technologiques qui ont été accomplis pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, j'ai gravé dans ma mémoire les grandes étapes de cette histoire. Alors, j'ai une barbe blanche, mais je n'étais pas encore né en 1957 quand le premier satellite Sputnik a été mis en orbite. Je n'étais pas né non plus quand Yuri Gagarin a effectué le premier vol humain dans l'espace. En revanche, en juillet 1969, je me souviens très bien des premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors, je n'y ai pas assisté en direct. J'étais trop petit, je dormais. J'étais en vacances à la campagne, chez un oncle et chez une tante, mais je me souviens très bien des images, le soir, aux informations. Le téléviseur était placé dans un coin de la pièce, sur un meuble. Je me souviens d'avoir levé la tête. Je regardais vers le ciel pour suivre les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Et puis après, je me souviens que mon oncle m'a emmené dehors dans la cour pour regarder la Lune. Alors j'avais espoir, l'enfant de 4 ans, de voir un petit point. Malheureusement, il y avait des nuages. Voilà, donc je n'ai pas été trop déçu. Je me souviens également de Salyut, le premier laboratoire spatial habité, lancé par l'Union soviétique. Skylab, ensuite, le pendant américain. Il y a eu toute l'épopée de la station Mir entre 1986 et 2001. La navette. Je me souviens en particulier de cette explosion tragique en 1986, en janvier 1986. Je me souviens aussi en 1977, voilà, ça c'est cette explosion tragique qui m'avait marqué. Je me souviens de ces images terribles. Voilà. Donc une aventure marquée par des succès, par une prouesse technologique, mais aussi par des drames. Je me souviens aussi très bien de la sonde Voyager en 1977, cette sonde qui transportait ce fameux Golden Record, ce message adressé à une éventuelle civilisation extraterrestre, un rêve. Et puis, le programme Ariane 4,
5, 6 maintenant. J'ai eu la chance, avec C'est pas sorcier, de visiter le centre spatial guyanais, d'assister, je vais vous donner le mot juste, parce que ça m'avait fait rire, à l'érection du pape. Pape propulseur à poudre. Voilà, attention. Voilà. Et puis, à l'assemblage donc, de ce lanceur, j'ai bien sûr assisté en tant que spectateur, comme vous tous, au déploiement des satellites de communication et d'observation, à l'envoi des robots vers Mars, au montage de l'ISS, la Station spatiale internationale, et puis à l'émergence de SpaceX. Et pendant toutes ces années, j'ai eu aussi la chance de rencontrer des spationautes, d'échanger avec eux. Avec certains, des vrais liens d'amitié se sont créés. Claudie Aigneret, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, avec qui je ne suis pas parti dans l'espace, mais j'ai navigué, parce que nous sommes aujourd'hui tous les deux parrains d'un bateau, le bateau Initiative Cœur. Et puis, j'ai rencontré aussi Jean-Pierre Aigneret, Jean-François Clairvoy, Jean-Jacques Favier. Et j'ai hâte de croiser Sophie Adno, qui effectuera son premier vol à bord de la station spatiale au printemps prochain. Sophie Adno, qui en ce moment s'entraîne aux États-Unis. Voilà, donc vous le voyez, une histoire qui est déjà constituée de beaux chapitres, une histoire qui continue, mais une histoire qui, finalement, aujourd'hui, surprend un peu moins. Pourquoi ? Eh bien, parce que, à une époque, dès qu'un lanceur décollait, toutes les caméras étaient braquées sur lui, il y avait une foule de journalistes. Aujourd'hui, les lancements sont hebdomadaires. Alors, ils n'emmènent pas tous des spationautes, c'est même assez rare. Ils lancent principalement des satellites. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le quotidien de l'espace, ce sont les satellites. D'ailleurs, quand on compare les chiffres, eh bien, on comprend tout de suite. Depuis Yuri Gagarin, 680 êtres humains sont partis dans l'espace. Alors essentiellement des spationautes et aussi quelques touristes. Vous vous souvenez peut-être au mois d'avril dernier, la chanteuse Katy Perry qui est montée à bord de la fusée Blue Lagoon de Jeff Bezos avec 5 autres femmes. Voilà, quelques touristes de temps en temps, mais très peu. À titre d'information, je vous rappelle qu'à l'heure où nous parlons, 7 spationautes sont à bord de l'ISS et 3 taïkonautes sont à bord de la station chinoise. Si maintenant on compare ce chiffre de 680 avec le nombre de satellites envoyés, je ne sais pas si parmi vous il y a des experts, des spécialistes, mais depuis 1957, à votre avis, combien de satellites ont été envoyés ? Vous avez une petite idée ? Alors, il y a beaucoup de bruit, je n'entendrai pas tout le monde, mais vous allez voir que le chiffre est d'un autre ordre, puisque depuis 1957, 15 000 satellites ont été envoyés et 10 000 sont à l'heure actuelle en service. Juste pour l'année 2024, eh bien, il faut savoir qu'il y a eu 259 lancements orbitaux. Donc, vous voyez, ça fait une moyenne de lancement plus qu'hebdomadaire. Alors, à quoi servent ces satellites ? Eh bien, on va commencer par des usages très quotidiens. Ils servent à nous localiser. Tous les systèmes de géolocalisation, de navigation que nous avons sur nos voitures, dans nos smartphones, fonctionnent grâce à des flottes de satellites. Le GPS américain, il y a aussi sa version européenne, Galileo. Les Russes ont le leur, GLaNOS, et les Chinois aussi, avec Baidu. Ces satellites nous permettent aussi de communiquer. Ils assurent les transmissions télévisées, téléphoniques, Internet. Ils permettent de relier des zones isolées sur lesquelles les infrastructures terrestres ne sont pas suffisantes. Des satellites qui nous permettent aussi d'observer. Alors observer à des fins militaires. Ces satellites fournissent des renseignements, ils observent des zones sensibles, ils observent les infrastructures stratégiques, ils sont à l'activité d'activités suspectes
Et ils sont extrêmement précis, ces satellites, puisqu'ils ont une précision de 30 cm. Vous voyez, des satellites qui, au bout du compte, sont là pour nous protéger. Et d'ailleurs, ils font eux-mêmes l'objet d'une protection. Et oui, il faut éviter qu'ils soient déprogrammés ou qu'ils soient détruits. Et cette mission de protection a été confiée donc au commandement de l'espace. Voilà, un commandement qui n'a vu le jour qu'en 2019. Alors observer, mais pas qu'à des fins militaires. Ces satellites nous permettent d'observer la Terre, observer l'environnement. Et ils sont extrêmement utiles, indispensables même, dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des données qui sont utilisées par le GIEC pour mesurer les effets du réchauffement climatique sont des données qui sont fournies par des satellites. Alors, il y a des données sur la fonte des glaciers, la montée du niveau des océans, sur l'évolution des forêts, les émissions de gaz à effet de serre. Toutes ces données permettent d'établir des modèles climatiques qui ensuite sont censés servir aux décideurs, aux gouvernements pour adopter des stratégies environnementales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, enfin, on entend assez souvent parler à la radio, on lit dans les journaux, on parle du programme Copernicus. Eh bien, ce programme européen Copernicus obtient toutes ces informations grâce à une flotte de satellites. Ce sont des milliards de données qui sont très utiles dans la prévention des catastrophes naturelles et également pour les interventions d'urgence quand il y a un tremblement de terre, une inondation, un incendie. Voilà, toutes ces informations qui sont fournies par le programme Copernicus proviennent d'une importante flotte de satellites. Voilà, donc, vous le voyez, aujourd'hui, l'espace n'est plus vraiment un lieu de conquête, c'est plutôt une zone d'activité civile et militaire. Alors, je le disais il y a quelques instants, 15 000 satellites ont été envoyés dans l'espace depuis 1957. Ça fait du monde au-dessus de nos têtes. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque les projections envisagent 30 à 50 000 satellites d'ici 2030. Et 2030, c'est demain. 30 à 50 000, c'est 2 à 3 fois plus qu'aujourd'hui. Or, déjà, aujourd'hui, avec cette présence de satellites, eh bien, il devient de plus en plus compliqué d'envoyer un satellite. Il faut passer entre les obstacles. Et donc, pour faire face à cet encombrement, eh bien, une nouvelle discipline a vu le jour, quelque chose auquel probablement on ne pensait pas dans les années 60-70, c'est la cartographie spatiale. Et pour en parler, eh bien, nous allons accueillir un cartographe spatial, Arnaud Lejeune. Il est chef de projet du déploiement Helix chez Ariane Group. Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Jamy, bonjour tout le monde. Ça va, j'ai pas dit de bêtises? Non, très bien. Bon, je me suis pas trop trompé dans les dates. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit sur vos cartes? Alors, sur nos cartes, on observe, on détecte et on cartographie tous les objets en orbite autour de la Terre. Donc des satellites actifs, bien sûr, dont on a parlé, mais aussi énormément de débris. Des débris. Ils viennent d'où, ces débris? Alors ces débris, ils ont été envoyés par l'humain dans l'espace. Par définition, ce sont des objets artificiels envoyés dans l'espace et qui n'ont plus d'utilité. On y voit donc des satellites qui ont fini leur mission, qui sont inactifs, mais également des étages de lanceurs, souvent le dernier étage d'un lanceur qui reste en orbite après sa mission, et également des fragments de ces deux premières familles suite à des collisions, des fragmentations dues à l'usure ou des explosions, des dysfonctionnements. Voilà, quand vous parlez d'étages de lanceurs, en général, eh bien, ce sont des réservoirs et des moteurs. C'est ça, ouais, ça. Voilà. Généralement, le premier étage retombe sur Terre assez vite, mais Ouais. le dernier étage, il a tendance à rester en orbite pendant très longtemps. Voilà. Les plus vieux datent de quand?
Alors, effectivement, les premiers débris datent du début de la conquête spatiale, comme on disait dans les années 56-57. Le plus vieux débris qui est encore en orbite aujourd'hui, c'est Vanguard 1. C'était le deuxième satellite lancé par les Américains, qui est là-haut depuis 1958. D'accord. Et c'est un satellite qui est hors service aujourd'hui, hors service, bien sûr. Mais qui est toujours présent. Quelle taille font-ils, ces débris ? Alors, il y a un peu toutes les tailles. Forcément, les plus gros sont les satellites inactifs, les étages de fusée. Par exemple, le plus gros aujourd'hui, c'est Envisat, un satellite de l'ESA qui fait 10 mètres de long, 8 tonnes, et qui orbite aujourd'hui à 26 000 km/h autour de la Terre. C'est un peu comme si on avait un bus londonien au-dessus de notre tête là, qui se balade. Vous auriez aussi pu mettre un camion ? Oui, exactement. Ouais. Voilà. Mais c'est à peu près cette taille. C'est à peu près cette taille. En vrai, ce serait même 2 bus londoniens côte à côte. D'accord. Alors ça, ce sont les plus gros, mais les plus fins. Et après, bien sûr, il y en a des beaucoup plus petits qui sont plus problématiques. La plupart sont beaucoup plus petits, moins de 10 cm, donc c'est plus petit qu'une balle de tennis. Il y en a aussi qui sont encore plus petits que ça, à peu près des billes. Donc il y en a un nombre phénoménal. Et c'est quoi le danger finalement ? Le danger, ce sont les collisions avec des satellites actifs, avec des lanceurs qui voudraient accéder à l'espace, ou même avec d'autres débris. Le problème, c'est que ces débris ils vont à des vitesses très importantes, jusqu'à 28 000 km/h en orbite. C'est plus rapide qu'une balle de fusil. Donc même un tout petit objet, quand il percute un satellite, il peut l'endommager gravement ou même le détruire. Et le problème, c'est que ces collisions génèrent encore d'autres débris qui peuvent venir saturer des orbites, voire limiter ou rendre impossible l'accès à l'espace. On parle du syndrome de Kessler dans le jargon. Je vous ai interrompu tout à l'heure. Quand on parlait du nombre de débris, on estime à combien aujourd'hui de débris ? Effectivement, ouais, c'était la planche d'avant. Les derniers chiffres de l'ESA de mars 2025, donc comme on disait, à peu près un peu plus de 10 000 satellites en orbite, aujourd'hui actifs. Et on répertorie presque 40 000 débris répertoriés, mais par simulation, l'ESA estime qu'on est à 130 millions de débris autour de la Terre. Voilà, 130 millions de débris autour de la Terre, donc des débris à éviter à chaque fois finalement qu'on envoie un autre satellite dans l'espace. Oui, c'est ça exactement. Il faut les éviter quand on veut accéder à l'espace, et il faut aussi les éviter quand on est déjà dans l'espace. Les satellites aujourd'hui, ils sont obligés de faire des manœuvres d'anti-collision pour éviter ces débris. On pense concrètement, on pense souvent au film Gravity où l'ISS doit éviter, se fait percuter par un nuage de débris. Dans la réalité, l'ISS fait 1 à 3 manœuvres par an pour éviter des débris. Et oui, on se souvient même d'épisodes où les équipages ont été obligés de s'apprêter à partir parce qu'ils arrivaient dans une zone où ils étaient susceptibles d'être percutés par des débris. Oui, c'est ça. Dans ces cas-là, ils se mettent dans les capsules prêtes à évacuer au cas où un débris les percute quand même. Voilà. Alors, depuis quand fait-on de la cartographie spatiale finalement ? Alors, en vrai, les Américains, ils ont commencé depuis presque le début de la conquête spatiale avec le NORAD. Nous, en Europe et spécifiquement chez Ariane Group, c'est plus récent. Pour la petite histoire, tout est parti de 2008, quand on a voulu lancer l'ATV, donc un véhicule de ravitaillement de la Station spatiale internationale. Tout allait bien se passer, on était prêt au lancement, et une semaine avant, les Américains ont fait un tir ASAT, donc un tir anti-satellite, pour détruire un de leurs propres satellites. Ça a généré un nombre colossal de débris. Ils n'ont pas beaucoup communiqué sur l'événement. Nous, on a tiré quand même, tout s'est bien passé. Et après, ils nous ont dit, à votre place, on ne l'aurait pas fait. Donc on s'est dit, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne situation de ce qu'il y a en orbite. On ne connaît pas la situation par nous-mêmes de tous les débris, et il faut faire quelque chose. Et à partir de là, nous, depuis 2014, on a un service justement de cartographie et de détection de tous ces objets en orbite. D'accord. Qui utilise vos services ? Alors on a plusieurs clients, des institutionnels, des ministères de la Défense, et puis aussi des opérateurs de satellites. Pour la partie débris, les opérateurs de satellites, ce qui les intéresse, c'est effectivement d'avoir ces alertes anti-collision. Donc on les prévient en avance quand ils ont un risque de collision. Ça va leur permettre de faire des manœuvres. Alors ces manœuvres, ils vont consommer un peu de carburant pour pouvoir se dévier de la trajectoire du débris et ne pas le percuter. Forcément, ça veut dire que ça leur coûte du carburant et ça réduit leur durée de vie. D'accord. Alors, votre métier de cartographe est un peu particulier quand même, parce que
En général, sur une carte, on pose des choses qui ne bougent pas. Vous posez sur vos cartes des objets qui sont en déplacement. Comment vous les repérez, ces objets ? Alors, il y a plusieurs technologies qui sont complémentaires aujourd'hui, l'optique, le radar, la radiofréquence. Chez Ariane Group, à travers du système Helix, on a choisi l'optique. Donc en gros, ce sont des télescopes au sol qu'on a répartis un peu partout dans le monde et qui permettent de cartographier, d'observer tout ce qui se passe au-dessus de notre tête. À partir de ces images, on a des algorithmes de traitement d'images qui vont détecter les objets. Ils sont rapatriés en France et ensuite on a des modèles mathématiques qui vont calculer des orbites de chacun des objets. Et puis ça nous permet de voir des objets très petits, des objets très loin. Aujourd'hui, on voit des débris jusqu'à un peu moins de 10 cm. Pardon. En fait, votre métier, c'est un petit peu par comparaison le contrôle aérien au sol adapté à l'espace. Exactement, ouais. C'est vrai que comme on a vu émerger dans le contrôle, dans le trafic aérien, il a fallu instaurer du contrôle et des règles. Dans le spatial, c'est pareil, le nombre de satellites augmente de façon exponentielle. On a vu avec l'arrivée des constellations comme Starlink, mais il y a aussi Kuiper qui va arriver, il y a OneWeb qui va se développer. Et plus le nombre de satellites augmente, plus on va avoir de débris, de risques de collision. Et donc, il y a un moment, il va falloir coordonner les États, les agences spatiales et les particuliers, les services commerciaux, pour imposer des règles de transparence, de bonne conduite et puis d'utilisation de l'espace. Mais forcément, pour instaurer ces règles et surtout pour les faire appliquer, il faut que quelqu'un observe et sache dire ce qui se passe. Et finalement, cartographier l'espace, c'est assurer sa durabilité. Ok, merci beaucoup Arnaud. Merci. Avec plaisir. Merci pour votre témoignage. Merci. Alors, cartographier pour éviter les collisions, c'est très bien, mais il y a aussi d'autres solutions. La première, celle à laquelle on pense tous, c'est une fois qu'un satellite est hors service, on le déblaye. Mais c'est bien le problème avec les satellites, c'est qu'à la différence d'une voiture, quand elle tombe en panne définitivement, on la ramène au garage. Là, pour les satellites, on les laisse au bord de la route. Et puis, normalement, ces satellites perdent de l'altitude. Ils finissent à un moment donné par atteindre les couches denses de l'atmosphère. Alors, on l'a dit, ils vont très vite, 28 000 km/h. Et avec les frottements de l'air, ils finissent par se désintégrer. Sauf que ça prend du temps, beaucoup de temps. Vous l'avez vu, on a parlé du satellite Vanguard qui est toujours en orbite. Donc ça prend beaucoup de temps et en attendant, ça encombre l'espace. Et puis, l'autre solution pour éviter cet encombrement, c'est d'envoyer moins de satellites. Et pour en envoyer moins, c'est de les faire durer plus longtemps ou bien de pouvoir les réparer. Ça, c'est l'objectif d'un programme. Le programme EROS, c'est un programme révolutionnaire que Stéphanie Béard-Lafenêtre, qui est chef de projet chez Thales Alenia Space, va nous présenter. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jamy, bonjour tout le monde. Alors, j'ai évoqué rapidement la philosophie du programme, mais concrètement, comment comptez-vous procéder pour augmenter la durée de vie d'un satellite ? Alors pour augmenter la durée de vie d'un satellite, il y a plusieurs façons de procéder. La plus simple à court terme, c'est d'aller s'accrocher à lui et de faire à sa place ses mouvements. Et quand plus tard les satellites seront préparés avec une prise de ravitaillement en ergol, en carburant, on pourra les ravitailler, les refueler comme on dit en franglais. Voilà, les refueler, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un satellite, normalement, il gravite tout seul, mais comme il faut en permanence faire des petites corrections de trajectoire, corriger l'altitude assez régulièrement, le satellite a besoin d'un peu de carburant. Et très souvent, c'est ce carburant qui, au bout d'un certain temps, fait défaut, et donc le satellite devient obsolète parce qu'il n'a plus de carburant et il ne peut pas repasser à la pompe. Exactement, oui. Il y a un certain nombre de satellites qui sont justement dans ce cas-là, qui pourraient durer plus longtemps, mais faute de carburant, on doit s'en débarrasser. D'accord. Alors, je crois qu'un test grandeur nature doit avoir lieu assez prochainement. En quoi va-t-il consister ? Je crois que vous allez vous appuyer sur quelques
quelques images, quelques photos pour nous raconter ça. Tout à fait, oui. C'est l'objectif de la mission Eros qu'on a développée. On va la lancer à peu près en 2028. Et le but du jeu, c'est de démontrer qu'on a la capacité en Europe à effectuer, par exemple, de l'inspection de satellites. Donc, on envoie un serviceur et on va le faire tourner autour du client. Ensuite, une fois qu'on s'est approché du satellite, on peut le capturer. Donc, dans le cas où il n'est pas préparé, c'est-à-dire tous les satellites à l'heure actuelle, on essaye de les attraper par leur anneau lanceur qu'on voit sur l'image. On voit en haut à droite le début de l'anneau lanceur. Ensuite, on peut aussi capturer un satellite préparé, c'est-à-dire il va avoir des prises de ravitaillement en carburant, des prises de style USB. Et puis, comme on voit sur l'image, là, on va déplacer des boîtes qui contiennent une fonction qui peut aider ce satellite depuis le serviceur jusque sur le client. D'accord. Et la dernière partie, c'est évidemment le ravitaillement en carburant. Donc là, on a une prise qui est spécialisée et qui va servir à transférer du fluide depuis le serviceur jusque sur le client. Voilà, donc ça, c'est le test qui sera réalisé prochainement. Quand est-ce qu'il est prévu, ce test ? En 2028. 2028, voilà. Et alors, tout à l'heure, je le disais, ravitailler, réparer. Comment on va réparer un satellite qui est en orbite ? Alors, ça peut être très compliqué, évidemment. Et du coup, on développe des outils de robotique, et en particulier un bras robotique qui se déploie et qui va attraper justement le satellite, qui va venir le connecter sur lui-même, sur le serviceur, et qui ensuite va pouvoir se libérer pour effectuer un certain nombre de manœuvres. Donc là, typiquement sur la vidéo, on voit le déploiement de ce bras robotique. Ouais. On voit qu'il va chercher une pince. Et cette pince, il va ensuite l'utiliser pour attraper, comme je disais tout à l'heure, l'anneau lanceur du satellite, ou alors une poignée qu'on aura prévue à cet effet. Et ensuite, une fois qu'on a accroché le satellite client, on va venir le rattacher plus solidement au satellite serviceur pour qu'il puisse, là typiquement dans cet exemple, faire ce qu'on appelle du maintien à poste, c'est-à-dire se substituer à sa capacité de déplacement. Ok, alors parfois on envoie un satellite parce que la technologie du précédent est obsolète. Est-ce qu'on peut envisager un jour finalement des mises à jour comme on le fait avec nos smartphones ou nos ordis ? Oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est vraiment le but ultime de notre démonstration qui est financée par la Commission européenne. C'est vraiment d'être capable de montrer que les Européens sont capables de transférer une nouvelle charge utile, une nouvelle fonction, quelque chose qui va être plus moderne sur le satellite client. Donc ça va permettre de lui faire une mise à jour comme on fait sur les téléphones en logiciel. Là, on va faire une mise à jour matérielle. Voilà. Alors là, on a parlé d'entretien. On a dit aussi que pour éviter ces collisions, on pouvait aussi déblayer l'espace. Alors on fait comment ? Comment nettoie-t-on l'espace ? Ça ressemble à quoi le balai ? On utilise exactement la même technologie, donc le bras robotique, on s'accroche au client et ensuite ce client, on va pouvoir le déplacer pour le positionner à l'endroit voulu, soit à un endroit où il ne va pas gêner les autres, soit carrément on va l'aider à descendre sur une orbite plus basse pour qu'il puisse rentrer tranquillement dans l'atmosphère. Voilà. Alors il y a quand même une petite question qui me titille parce qu'on parle d'encombrement, de désencombrer l'espace, mais vous envoyez un nouveau satellite pour faire le job, mais il devient quoi, ce satellite serviceur, comme vous l'appelez ? Oui, ça serait ridicule si on polluait nous-mêmes l'espace. Donc on a conçu le satellite pour qu'il soit lui-même maintenable, donc pour qu'on puisse le ravitailler en carburant, en nouvelles fonctions, en nouveaux outils pour le bras robotique. Et puis, à un moment donné, forcément, il va atteindre la fin de sa vie. Et donc là, évidemment, on a prévu qu'il soit capable de se désorbiter lui-même et potentiellement, au passage, qu'il emmène avec lui un autre satellite qui aurait besoin de ce service-là. Donc voilà, on essaye vraiment d'être le plus propre possible. Très bien. Ben merci Stéphanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette leçon de ménage spatial. Alors, on va continuer à parler de satellites, mais non pas d'un satellite artificiel, mais un satellite naturel, notre satellite naturel, la Lune, puisque l'autre grand sujet qui domine l'actualité spatiale, eh bien, c'est le retour de l'être humain sur la Lune avec la mission Artemis. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure
mes souvenirs à propos des premiers pas de l'homme sur la Lune, mais c'est vrai que après le succès des Américains, eh bien, l'intérêt pour notre satellite c'est un peu étiolé, à tel point qu'on a tous en mémoire le nom des astronautes qui composaient l'équipage d'Apollo 11, Armstrong, Aldrin, Collins, mais qui se souvient du nom des astronautes qui composaient l'équipage d'Apollo 17? On ne les connaît pas. Voilà, Apollo 17, c'est le dernier équipage qui s'est posé sur la Lune, c'était en 1972, et depuis, on n'y est pas retourné. Alors pourquoi n'y est-on pas retourné? Eh bien, je le disais il y a quelques instants, parce que c'était une course entre les deux grands de l'époque, les États-Unis et l'URSS, et qu'une fois la course gagnée, eh bien, voilà, la Lune présentait beaucoup moins d'intérêt. Et puis aussi parce que le programme lunaire a coûté très, très cher. Le programme lunaire a coûté aux États-Unis 150 milliards de dollars. Donc, dans les années 70, même avant Apollo 17, eh bien, les Américains ont commencé à se concentrer sur d'autres missions, d'autres programmes, et en particulier la construction d'un vaisseau habitable, réutilisable. Vous l'avez compris, il s'agit de la navette spatiale. La NASA s'est aussi focalisée à ce moment-là sur la mise en orbite de satellites, grâce à ce véhicule notamment. Et puis, on s'est aussi concentré sur des missions scientifiques. À partir du milieu des années 70 et des années 80, eh bien, l'objectif n'était pas d'aller le plus loin possible, mais d'effectuer des expériences en microgravité, d'où la création de l'ISS, la Station spatiale internationale, dans la foulée de Mir, qui avait été mise en place par l'Union soviétique. Donc l'ISS, qui a été piloté par la NASA, mais un projet en collaboration avec d'autres agences et avec l'ESA notamment. Et puis, au milieu des années 2010, eh bien, la Lune a refait surface sous l'impulsion d'Elon Musk et de sa firme SpaceX, mais cette fois avec l'objectif non pas d'atteindre la Lune, mais l'objectif de s'y installer, de construire une base permanente et de s'installer en permanence sur la Lune. Alors, où en est-on de ce projet? Alors, on avance, on n'y est pas encore. En 2022, eh bien, la première étape a été franchie. Un vaisseau Orion, un vaisseau Orion propulsé par une fusée SLS est allé jusqu'à la Lune, a fait le tour de notre satellite et est revenu sur Terre. Ça, c'était Artemis 1. Artemis 2, qui devrait en principe décoller aux alentours de la mi-2027, eh bien, même mission, mais cette fois avec un équipage à bord du vaisseau Orion. Et puis ensuite, devrait suivre, je le dis bien au conditionnel, Artemis 3, 4, 5, se poser sur la Lune et puis ensuite installer les infrastructures de cette installation. Je le dis au conditionnel parce que bien évidemment, ces programmes coûtent cher, il faut une volonté politique et on sait que d'une administration à l'autre, eh bien, les choix peuvent varier. Et puis, je tiens à préciser aussi que les Américains ne sont pas les seuls dans cette course, puisque les Chinois envisagent eux aussi de se poser sur la Lune en 2030 et d'y installer une base permanente. Alors, pourquoi retourner sur la Lune? À quoi va ressembler cette installation? Quels sont les obstacles? Je vous propose de répondre à toutes ces questions avec un jeune ingénieur aérospatial que vous connaissez bien. Il était sur ce plateau juste avant moi. Il travaille à la NASA. Il s'agit d'Alan Petre. Ça va, Alan? Oui, si tu veux. On peut se tutoyer. Parce oui, bien sûr, bien sûr. On se croise de temps en temps. Oui. Voilà. Et on sera amené à se recroiser souvent. Allez. Voilà.
Alan, quel âge avez-vous? Là, j'ai 25 ans. 25 ans. Alors, si je vous ai demandé de venir ici nous parler de la Lune, c'est pas parce que vous travaillez sur la mission Artemis, vous bossez plutôt sur Vénus. Voilà. En revanche, c'est un sujet, la Lune, qui vous intéresse énormément parce que vous n'avez que 25 ans, mais vous avez l'intention de tenter votre chance pour devenir astronaute et donc peut-être un jour de poser le pied sur notre satellite. C'est ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Après, voilà, ça m'aide aussi à repousser un peu les limites, à apprendre tous les jours. Et donc, je pense que c'est important de se fixer des objectifs dans la vie. Et donc, pourquoi pas un jour, ouais. Vous avez, je le disais, 25 ans. À partir de quel âge peut-on passer le concours? 28 ans pour l'Agence spatiale européenne. Ok, donc voilà, encore 3 ans devant vous. Vous vous préparez déjà? Mentalement un peu, bon, bah, j'essaye. Oui, oui. Je n'en doute pas. Alors, question de base, pourquoi retourner aujourd'hui sur la Lune et pourquoi s'y installer? Alors, le programme lunaire, en fait, il y a eu les missions Apollo dans les années 60. Donc, c'était un peu la course à la Lune entre l'URSS et les États-Unis. Après, vu que la NASA a un peu gagné cette course à la Lune, il y a eu une retombée. Il y a eu une petite chute et on a plutôt envoyé des missions inhabitées. On a envoyé des orbiteurs, on a envoyé aussi des robots là, récemment. Et en fait, il y a un orbiteur, LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui a pu observer sur le pôle sud lunaire des traces de glace d'eau. Alors, la Lune, elle est inclinée à 1,5% par rapport à son axe de rotation en face du Soleil, ce qui fait qu'au niveau du pôle sud lunaire, on a des zones avec des cratères qui sont parfois avec une très haute altitude, qui sont éternellement éclairées, et des zones aussi qui sont éternellement dans l'ombre. Et dans ces zones éternellement dans l'ombre, on a trouvé des traces de glace d'eau qui pourraient servir à développer des ressources sur la Lune. Donc scientifiquement, la Lune aussi, c'est un corps qui est intéressant parce qu'on pense qu'il y a des milliards d'années, à la formation de la Terre, à 4,5 milliards d'années, la Lune s'est formée entre l'impact d'une protoplanète qui s'appelait Theia avec la Terre. Et donc la Lune est géologiquement liée à la Terre. Donc aller sur la Lune, ça nous aide aussi à mieux comprendre la Terre. Donc il y a clairement des raisons scientifiques à ça. Et après des raisons de volabilité, parce qu'on veut que la Lune soit un pont pour aller vers Mars. Voilà, c'est ça, c'est donc cette présence d'eau qui nous incite à y aller, parce qu'on se dit que cette eau, elle est essentielle pour pouvoir vivre sur la Lune, en quelque sorte. Voilà. Mais aussi, vous le dites, c'est un passage obligé pour Mars. Voilà, alors obligé pas forcément, mais c'est un passage qui peut être intéressant parce que s'échapper de la gravité terrestre, ça demande plus de ressources en carburant que s'échapper de la Lune. La Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas besoin de forcément de fusées ultra puissantes type SLS pour prendre de la vitesse. Donc oui, il y a ces contraintes-là qui entrent en jeu. Il y a aussi le fait d'aller sur Mars. Ça demande à ce que on s'habitue, que les astronautes qui iront s'habituent à vivre dans un environnement qui n'est pas du tout le même que sur Terre. Et se préparer en allant sur la Lune avant, ça peut permettre de développer des technologies qui vont servir une fois sur Mars dans X années. Ok. À quoi va ressembler cette base? Alors, aujourd'hui, il y a un projet déjà où l'ISS, donc la Station spatiale internationale, qui va peut-être qui va sans doute être en fin de mission d'ici au début des années 2030. Il y aura une nouvelle station spatiale qui s'appelle la Lunar Gateway et qui va orbiter autour de la Lune. C'est une station spatiale qui est développée par la NASA, mais aussi par les Européens, nos amis de Thales Alenia Space à Turin. Et cette station spatiale, en fait, elle va servir de pont entre la Terre et la Lune. Donc on aura une base en orbite, la station Lunar Gateway, et le but c'est aussi de développer une base sur la Lune pour développer des technologies de survie, se déplacer, créer une zone de lancement. Donc voilà, là, en différence des années 60 du programme Apollo, là on veut y rester et on veut que les êtres humains se développent dans des environnements qui sont pas du tout les mêmes que sur Terre, quoi. D'accord, donc une station qui sera en orbite autour de la Lune et une base qui sera sur la Lune. Où va-t-on s'installer justement sur la Lune? Alors sur la Lune, je pense que les zones d'atterrissage seront au niveau du pôle sud, donc proche justement de ces ressources où il y a de la glace d'eau, qui peut permettre aussi à terme de contribuer au développement du carburant pour aller sur Mars. Parce que voilà, hydrogène et oxygène, ça peut nous aider à développer le combustible et carburant qui peut nous aider à partir sur Mars. Donc ce serait au niveau du pôle sud lunaire.
Et donc on aurait un vaisseau spatial, Orion, qui va s'amarrer à la Lunar Gateway. Et les astronautes présents dans la station Gateway partiront du coup en Starship HLS, le Starship de SpaceX, et qui iront du coup avec des trajets en Starship entre la station spatiale et la surface lunaire. Voilà, Starship va servir d'ascenseur en quelque sorte. D'ascenseur, voilà. Des séjours de combien de temps sur la Lune? Alors sur la Lune, ça va dépendre en fait. Aujourd'hui, les missions elles sont pas encore bien définies, mais on s'attend à ce que les astronautes restent de manière pérenne dans la station spatiale Lunar Gateway et sont de passage sur la Lune pour une durée d'environ 5 à 10 jours. Le temps de faire des expériences, le temps de s'acclimater à l'environnement et aussi de développer aussi les technologies dont ils ont besoin. Donc c'est environ 5 à 10 jours au niveau du sol lunaire pour les premières missions, je pense. Par contre, c'est resté de manière pérenne dans la station spatiale en orbite. Oui, une présence humaine permanente. Voilà. Donc c'est ça la différence qu'on a avec Apollo années 60. Eh oui. Alors, c'est un défi immense. À quoi on doit faire face quand on habite sur la Lune? Alors, la Lune, on la voit tous les jours, mais c'est un corps céleste qui est lié à nous, qui est lié à la Terre. Sans la Lune, on ne serait pas là aujourd'hui. Beaucoup d'écosystèmes seraient chamboulés. La Lune, c'est déjà un corps qui est important quand on voit cette image-là. C'est un corps qui est géologiquement mort. Donc, on voit qu'il y a des cratères, on voit qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc pas de vent, pas d'érosion. Donc les cratères, quand il y a un corps céleste, un astéroïde, une météorite qui frappe le sol lunaire, ça reste pendant des millions d'années. Et ça, c'est important aussi d'étudier ce type de corps qui sont différents des corps terrestres. Et aussi, voilà, ces traces de glace d'eau qu'on a découvert aussi au pôle sud qui peut être intéressant et savoir, on a de l'eau sur la Lune, donc il y a forcément ce lien-là avec la Terre et comment on va faire d'où provient cette eau. Donc il y a des questions scientifiques aussi qui sont là. Voilà, et donc plein de questions, de réponses qui vont aussi permettre de mieux préparer ce voyage vers Mars. Et en termes de conditions aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la face qui est éclairée par le Soleil, on est à des températures qui peuvent aller au-delà des 100 degrés. Et la face qui est non éclairée, du coup, ça peut descendre à moins 150, moins 170 degrés. Donc on a un gradient de température qui est un différentiel qui est énorme entre la face éclairée et la face cachée. Et pas d'atmosphère, donc pas de protection des radiations du Soleil. Il faudra aussi prendre ça en compte parce que les rayons du Soleil, les rayons UV qui frappent directement les spacesuits, ça peut être aussi un peu dérangeant, beaucoup même. D'accord. Alors, la Lune est à environ 380 000 km de la Terre. En moyenne, oui, 384 000 km. 384 000 précisément. Comment on y va? On n'y va pas en ligne droite. Alors, on va justement, un lancement spatial, il se fait, en tout cas un lancement vers la Lune, il se fait très rarement en ligne droite. Ce qui va se passer, c'est que c'est de l'astrodynamique, mais on va occuper une trajectoire qui s'appelle la TLI, donc Translunar Injection. Donc on a d'abord le lanceur SLS qu'on voit ici, qui est un lanceur super lourd de la NASA et qui fait plus de 100 mètres de haut. C'est un des lanceurs les plus puissants jamais développés par l'agence spatiale américaine. On a une poussée de collage qui est extrêmement élevée, je crois que c'est 39 méganewtons. Il ressemble un peu à la fusée Atlas. Hein. Il ressemble surtout à la navette spatiale. Donc on a les boosters solides qui sont aussi développés, qui sont repris en partie par ceux de la navette spatiale, le réservoir aussi. Et au sommet du lanceur, on a le vaisseau Orion, avec une partie qui est construite en Europe, le European Service Module, USM, construit par Airbus Defence and Space pour le compte de l'ESA. Et donc, ce lanceur va nous aider à s'échapper de la gravité. Et il va du coup emmener le vaisseau Orion, qu'on voit parfaitement ici, dans une trajectoire d'injection vers l'orbite translunaire. Donc on est sur des trajectoires courbes. On n'utilise jamais les trajectoires en ligne droite. On part sur des trajectoires courbes en orbite d'injection translunaire. Et ensuite, on rejoint la station spatiale, qui sera la station Lunar Gateway. Elle sera en périapsis, environ à 3000 km d'altitude de la Lune, donc au plus proche. Et au plus loin, on est aux alentours de 50 000 km. Donc on est sur des trajectoires courbes qui vont permettre au vaisseau Orion, avec les astronautes à l'intérieur, de s'amarrer, de se docker à la station spatiale et après d'occuper le Starship. D'accord, très bien. Écoutez, je vois que vous connaissez très très bien le chemin déjà pour y aller. Donc écoutez, je vous souhaite très bonne chance pour les années à venir. On va encore vous voir là sur le salon. Oui, demain j'ai une petite conférence sur les terrasses de l'aéro où je parle de mon parcours pour la jeunesse, etc. Très bien, ok. Merci beaucoup Alan. Merci. Voilà, merci et bravo.
Alors on vient de l'entendre avec Alan, le retour de l'être humain sur la Lune, sa présence permanente, eh bien, est destiné à la préparation des vols vers la planète Mars, une planète qui nous fascine depuis très très longtemps, par sa couleur déjà, la planète rouge, mais pas seulement, elle fascine aussi les astronomes, les géophysiciens, parce que c'est une planète qui ressemble à la Terre. C'est une planète rocheuse sur laquelle l'eau a, semble-t-il, coulé, une planète qui a peut-être hébergé la vie, mais une planète qui est quand même très très loin de la nôtre. Lorsque la Terre et Mars sont au plus proches, eh bien, elles se trouvent à 55 millions de kilomètres. Donc vous voyez, c'est 100 fois plus loin que la Lune. Ce n'est pas la porte à côté. Alors, on a malgré tout commencé, dans nos têtes, à se rapprocher de cette planète en 1976. Je vous ai parlé de mes souvenirs tout à l'heure. J'aurais pu évoquer la sonde Viking, cette sonde Viking qui a été la première à se poser sur le sol martien. Et c'est vrai que là encore, j'ai le souvenir de la découverte de cette image sur le sol martien. Les chaînes de télévision avaient repris les images transmises et la formation de l'image transmise par Voyager. Et donc, on avait découvert, ligne par ligne, sur les écrans, la surface de Mars. Alors, l'adolescent que j'étais était un peu déçu parce que je m'attendais à avoir des petits hommes verts. Ah, évidemment, il n'y en avait pas, les scientifiques le savaient bien évidemment. Donc à ce moment-là, même si on était très content de voir Mars, eh bien, on ne pouvait constater que Mars ressemblait à un désert sans vie. Mais heureusement, très vite, les scientifiques, toutes les personnes qui ont analysé les images, eh bien, ont détecté la trace probable d'eau, voilà, puisqu'il y avait des traces d'érosion. Et donc, cette question que peut-être la planète Mars avait abrité la vie dans un passé très lointain. Voilà, des questions, bien sûr, à cette époque. Et puis, au fil des années, eh bien, on a commencé à en savoir un peu plus. Et un véritable pas a été franchi en 1997 avec la mission Pathfinder et l'envoi d'un petit robot là, que vous voyez sur l'écran, le robot Pathfinder. Alors, il n'est pas énorme, hein, il faisait 65 cm de long et une trentaine de hauteur à peu près. Et puis surtout, il se déplaçait très très lentement à la vitesse d'un escargot. Mais tout de même, grâce à Pathfinder, eh bien, on a découvert qu'il y avait de la glace à la surface de Mars. Et on a aussi découvert qu'il n'y faisait pas chaud. Alan nous disait tout à l'heure que sur la Lune, les températures n'étaient pas très agréables. Eh bien, sur Mars, c'est pas mieux, puisqu'en moyenne, il fait moins 63 degrés. Et que la nuit, ça peut descendre jusqu'à moins 130. Il faut sortir couvert. Et puis en 2004, 2 autres robots se sont posés sur le sol martien, Spirit et Opportunity. Et en 2012, Curiosity, cette fois un rover de la taille d'une voiture, s'est posé sur Mars. Alors pour avoir une meilleure idée de ces robots, je vais vous montrer un extrait d'une émission Le Monde de Jamie que nous avons réalisée en 2019. Et on voit ces fameux robots. Normalement, c'est l'extrait d'une vidéo. Mais je ne suis pas convaincu. Ah, voilà. Voici l'un de ses successeurs, Spirit. Il est arrivé en 2004 avec son jumeau Opportunity. Là, on a presque envie d'en avoir un comme ça dans son garage. 6 roues, 1,60 m de long et 2,30 m de large. Au sommet du mât, une caméra panoramique et des caméras de navigation. Vitesse de croisière, 36 mètres par heure. C'est la vitesse d'un escargot, mais ça ne l'a pas empêché d'explorer un cratère et de découvrir, grâce à cet instrument abrasif, en grattant le sol,
que la cuvette avait contenu de l'eau par le passé. Alors Spirit n'a pas eu de chance. Il s'est enlisé dans le sable en 2009 et après avoir parcouru 8 km en 5 ans, il s'est éteint en 2010. Son jumeau Opportunity, lui, a fonctionné jusqu'en 2018. Mais la star incontestée, c'est lui, Curiosity. 3 mètres de long, la taille d'une petite voiture. 6 roues comme ses prédécesseurs, mais pas de panneaux solaires. Les moteurs sont alimentés par un générateur électrique nucléaire. C'est un véritable laboratoire ambulant. Le boîtier au sommet du mât est équipé d'un laser qui peut pulvériser des roches et d'une caméra qui en analyse la composition, la ChemCam. Les tirs sont programmés depuis la Terre et 1 semaine sur 2, les snipers opèrent depuis Toulouse. C'est drôle, non? On se croirait au salon de l'auto de Mars. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Ces images n'ont pas été tournées sur Mars, elles ont été tournées aux États-Unis, dans l'Utah, sur la Mars Desert Research Station, mais sans les rovers. Les rovers ont été rajoutés en incrustation. Donc, ce jour-là, je parlais à des pierres. Voilà, mais le résultat est quand même pas mal. Alors, grâce à Curiosity, hein, ce rover qui ressemble à un véhicule, eh bien, on a découvert que Mars a été habitable, je l'ai dit, il y a plusieurs milliards d'années. Curiosity continue aujourd'hui son exploration. En 2021, un autre robot s'est posé sur Mars, le robot Perseverance. En attendant, eh bien, un robot chinois et aussi un robot européen qui devrait peut-être arriver aux alentours de 2028. Alors l'étape suivante, évidemment, après ces robots, c'est l'homme. Et pour nous éclairer sur ce projet très, très ambitieux, Pascale Ultré-Guérard, directrice adjointe des programmes au CNES, le Centre national d'études spatiales, vient nous rejoindre. Bonjour Pascale. Alors, quand on observe en ce moment ce qui se passe avec les projets de mission habitée sur Mars, moi j'ai un peu l'impression d'être revenu 60 ans en arrière. On a l'impression que c'est un peu la course et à qui sera posé le premier. Est-ce que cette seule course justifie qu'on aille sur Mars? Alors on pourrait dire cette course, c'est aussi une façon de repousser les limites de l'exploration. Mais c'est vrai qu'en tout cas en France et en Europe, je pense que ce qui nous intéresse beaucoup avec Mars, c'est l'étude scientifique de Mars. Parce que, comme vous l'avez dit, Mars, c'est une planète qui est à la fois qui ressemble à la Terre et qui en même temps est très différente. Donc elle a subi une évolution très différente de celle de la Terre. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a eu du volcanisme sur Mars. Mais il n'y a pas de tectonique des plaques. Ça veut dire que la surface de Mars, contrairement à celle de la Terre, n'a pas été renouvelée par un phénomène de tectonique. Il y a des impacts de cratères, bien sûr, qui sont très visibles. On sait aussi qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Effectivement, on a des traces d'écoulement d'eau liquide qui sont visibles. Des rivières, des lacs ont probablement existé sur Mars, puisqu'on voit aussi des dépôts sédimentaires. Donc vraiment, c'est une planète qui, d'un point de vue scientifique, a une géologie complexe, intéressante. On peut également s'intéresser à l'intérieur de Mars. Donc là, on va peut-être parler effectivement des projets scientifiques. Donc finalement, étudier Mars, c'est un petit peu essayer de lire l'avenir de la Terre? Alors l'avenir, je ne sais pas, parce que effectivement, Mars, par exemple, il n'y a pas de gaz à effet, il n'y a pas d'effet de serre sur Mars. Hein. Il y a effectivement il y a très peu d'atmosphère. C'est du CO2, certes, mais il y en a très peu. Elle est froide. Hein. C'est une planète qui s'est refroidie très vite, plus vite que la Terre, sans doute aussi en raison de sa distance au Soleil et puis de sa petite taille. Donc voilà, c'est une planète froide. Donc la Terre, on a l'impression qu'elle est plutôt en surchauffe. Donc je ne sais pas si ça nous renseigne sur l'avenir de la Terre, mais en tout cas, il y a quand même des questions liées au passé de Mars, au passé de la Terre. Elles ont sans doute été assez voisines, encore plus ressemblantes dans le passé, et elles ont évolué différemment. Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache, entre guillemets? Et les scientifiques ont vraiment envie de comprendre toutes ces phases d'évolution de Mars et de comparer ça à la Terre. C'est ce qu'on appelle la planétologie comparée. Voilà, alors vous en parliez il y a quelques instants, on s'intéresse à la géologie de cette planète. Plusieurs missions sont concentrées
sur cette géologie avec une instrumentation et des études françaises. Hein. Qu'est-ce que ces missions ont révélé ? Alors en fait, on a vu tout à l'heure sur la vidéo, effectivement, l'instrument CAM, qui a ensuite été suivi par SuperCam sur Persévérance, qui est toujours en fonctionnement. Et alors SuperCam, c'est un peu le géologue robotisé, puisqu'il va effectivement tirer avec son laser sur les roches de surface de Mars et analyser la composition de ces roches. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu de l'eau sur Mars, et donc on se demande s'il n'y a pas eu aussi de la vie ou une ébauche de vie sur Mars. Et ça, c'est évidemment un sujet extrêmement intéressant pour les scientifiques, ce qu'on appelle les exobiologistes, les gens qui cherchent des traces de vie en dehors de la Terre. Et donc, un des objectifs, donc, c'est de voir si, dans ces roches géologiques qu'on observe, est-ce qu'il y a des molécules qui ressembleraient à des traces préliminaires de vie. Prébiotiques, comme l'on dit. Prébiotiques, exactement, qui montreraient qu'il y a eu soit, encore une fois, de la vie, soit une amorce de vie sur Mars qui se serait arrêtée. Alors, ce qui est intéressant, alors le problème, c'est que c'est à la surface. Et la surface de Mars, un peu comme la Lune, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même très hostile. Il y a des radiations, c'est exposé au vent solaire, c'est exposé aux météorites. Donc voilà, c'est la surface de Mars. On se dit, finalement, s'il y avait eu de la vie, elle n'y est peut-être plus sur la surface. Elle a probablement été détruite. Donc on va aussi s'intéresser à aller en profondeur pour aller voir ce qui se passe sous la surface de Mars. Un autre moyen d'explorer scientifiquement la planète Mars, ça a été d'envoyer un sismomètre. Le sismomètre CEIS, qui a été embarqué sur une mission de la NASA. Donc ce sismomètre a été fourni par le CNES, par la France. Et il a eu cette particularité d'être extrêmement sensible puisqu'il détecte des séismes de magnitude 3, 4. Alors, ce qui, sur Terre, est assez bas, très bas. Hein. En fait, sur Mars, c'est un peu la norme, parce qu'il n'y a pas de tremblement de terre de Mars, il n'y a pas de tremblement de Mars sur Mars. Voilà, c'est plutôt les impacts de météorites qui vont faire vibrer la planète, ou peut-être des déplacements de rochers, des choses qui s'effondrent, des espèces de glissements de terrain. Donc les séismes sur Mars sont vraiment tout petits. Donc il fallait vraiment envoyer un sismomètre extrêmement sensible. Alors pourquoi envoyer un sismomètre sur Mars ? Eh bien en fait, grâce à la sismologie, on peut étudier ce qui se passe sous la surface, jusqu'au noyau profond de la planète. Et donc ça nous a donné des indications, grâce aux données de cet instrument, on a eu des indications sur l'intérieur de Mars. On a vu par exemple que par rapport au modèle qui avait été fait, on s'est aperçu que le noyau était un peu plus gros que ce qu'on pensait. Enfin, en tout cas, il était dans la borne très haute de ce qu'on avait estimé avec des calculs de rotation, etc. On s'est aperçu, donc il y a un petit manteau, comme sur Terre, mais du coup, le manteau, lui, n'est pas actif comme sur Terre. C'est le manteau terrestre qui génère la tectonique. Là, il n'y a pas de tectonique. Et puis, on a aussi mesuré la croûte, la taille de la croûte de Mars. Donc voilà, ça permet aussi, là aussi, de faire de la comparaison avec la Terre et de voir quelles sont les similitudes et les différences. D'accord. En 2003, il y a un vaste programme qui a été lancé par l'ESA, le programme ExoMars, voilà, avec plusieurs étapes. On en est où aujourd'hui ? C'est une longue histoire, ExoMars. Alors, ExoMars, effectivement, a été lancé il y a longtemps maintenant. C'est un projet donc, qui comportait 3 éléments, 3 composantes. Donc, il y a un satellite qui orbite, d'ailleurs actuellement, toujours, autour de Mars, pour faire l'étude de l'environnement, de l'atmosphère martienne. Donc, c'est le Trace Gas Orbiter. Donc, celui-là, ça s'est bien passé. Il y avait aussi l'idée d'avoir un atterrisseur qui s'appelait Schiaparelli, qui lui a eu un destin funeste, donc ça ne s'est pas bien passé. Et puis, en effet, l'idée aussi d'avoir un rover européen qui s'appelle donc Rosalind Franklin. Ce projet était commencé en coopération avec la Russie. Donc cette coopération s'est interrompue pour les raisons qu'on peut imaginer. Et donc, nous sommes tournés vers les partenaires américains de la NASA, pour leur demander de fournir des éléments essentiels, et notamment pour le transport de ce rover vers Mars. Et donc, voilà, on en était là. Il y a eu ensuite les annonces des budgets de la NASA proposés par l'administration américaine qui ont montré que ce projet n'était plus soutenu par l'administration américaine.
Et donc au jour d'aujourd'hui, on est en train de se demander quels sont les plans C, puisque c'était déjà un plan B quelque part, quels sont les plans C pour réaliser ExoMars. Pourquoi on est intéressé à finir cette mission, qui a déjà des éléments qui sont construits, hein. On a vraiment envie de l'envoyer sur Mars parce que, comme je l'expliquais, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe sous la surface de Mars. Et ExoMars est doté d'une foreuse pour aller à 1 mètre sous la surface, pour aller voir donc si là où c'est un environnement qui n'est pas percuté par les radiations, le vent solaire, etc., est-ce qu'il peut y avoir des traces de vie à cette profondeur? Très bien. Alors, il nous reste assez peu de temps. J'en viens quand même à cette question que tout le monde a envie de poser. Les vols habités, on en entend parler depuis quand même pas mal de temps. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quels sont les obstacles? Je ne vais pas dire qu'ils subsistent parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Oui. Mais les principaux obstacles. Alors effectivement, là, je vais peut-être, pour certains, c'est peut-être une douche froide, mais l'homme sur Mars, c'est pas pour demain. Parce qu'en effet, il y a énormément d'obstacles à surmonter. Déjà, il faut aller sur Mars, hein, ça prend minimum 6 mois pour y aller, il faut rester sur place, puis ensuite revenir. Donc, c'est des missions de 2-3 ans. 2-3 ans pendant lesquels les astronautes sont exposés aux radiations, au vent solaire, donc des choses qui peuvent altérer leur santé. Il y a toute la logistique de véhiculer de la nourriture en quantité suffisante pour faire vivre un équipage pendant toute cette période, hein. Alors après, sur Mars, on peut trouver certaines ressources. Il y a de l'eau, elle est sous forme de glace, donc on pourrait imaginer de l'utiliser, bien sûr, soit pour se nourrir, soit pour boire, pardon, soit pour respirer, fabriquer de l'oxygène, soit également peut-être pour fabriquer des carburants en utilisant l'hydrogène et l'oxygène de l'eau pour repartir, par exemple. Mais tout ça, aujourd'hui, n'est pas réglé. Donc l'idée, c'était quand même de se dire, on pourrait essayer de faire ça sur la Lune, de s'entraîner, de développer toutes ces méthodologies d'extraction, de fabrication sur place. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ces technologies-là. Donc c'est vraiment des grosses questions de logistique. Voilà, le voyage très long, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on ne peut pas partir n'importe quand. Il faut que les conditions soient réunies, parce que Mars tourne autour du Soleil comme la Terre, et donc il faut partir au moment où le voyage va être le plus court. Et puis une fois qu'on est arrivé, eh bien, la fenêtre de tir pour revenir, eh bien, elle est aussi assez rare. Donc c'est ce qui fait que la durée du voyage, voilà, le temps sur place sont très longs. Voilà. Beaucoup d'obstacles, donc vous le disiez, on a parlé des objectifs. Est-ce que ça vous semble atteignable malgré tout ? Moi, je pense que je ne verrai pas l'homme sur Mars de mon vivant. Je pense que voilà, on peut donner une date qui ne veut peut-être pas dire grand-chose d'ailleurs, mais je dirais certainement pas avant 2050, le temps qu'on règle toutes ces questions. Et c'est aussi sur des durées comme ça. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une ambition politique qui demeure sur cette durée très longue, parce que ça va demander des moyens considérables. Donc ça veut dire voilà, d'avoir aussi une certaine stabilité qui permette de se projeter à ces horizons-là, ce qui n'est pas gagné. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles économiques, géopolitiques, des obstacles aussi physiques, hein, parce qu'on peut y aller, mais on n'est pas sûr d'avoir le billet retour. Vous pensez qu'il y aura quand même des candidats ? Ah oui, moi je crois. Personnellement, je n'irai pas, mais je pense qu'on peut toujours trouver des candidats, même si on ne leur garantit pas le ticket de retour. Ouais. Voilà. Voilà, je pense aussi. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Merci aux précédents intervenants, Arnaud Lejeune, Stéphanie Béard-Lafenêtre, Alan Petre et bien sûr Pascal Ultreguérard, de nous avoir fait voyager à la fois dans l'espace et dans le temps. Voilà, je suis persuadé que ce moment passé avec vous va s'ajouter à ma collection de belles images qui jalonnent l'aventure de l'espace. Merci à vous toutes et tous, en espérant que ces propos vont vous permettre de faire une bonne visite du salon de l'aéronautique et de l'espace et de mieux comprendre les enjeux face auxquels nous nous trouvons. Merci beaucoup. Attention, il fait très chaud, plus chaud que sur Mars. Hydratez-vous bien. Bonne visite et à très bientôt sur France 5 et sur les réseaux Épicurieux. Bye.